Mais quand je viens à la télévision, je ne dis que la vérité, rien que la vérité. Toute la... Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Avec mon invité, Nadine Touzeau, on a décidé de lancer une revue de presse qui, je pense, devrait vous plaire. On a choisi un nom très spécial. Cette revue de presse s'appellera le Trouillomètre. Et je vais laisser Nadine Touzeau vous expliquer pourquoi elle a eu cette magnifique idée et quelles références il y a justement derrière. Bonjour Nadine et bienvenue sur la chaîne La Vérité en Marche encore une fois. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Eh bien, tu as déjà eu l'idée, toi, de faire une revue de presse avec moi donc, très régulièrement. C'est déjà une excellente idée. Et en réfléchissant à ça, vu l'actualité, une fois de plus, face à la peur que l'on veut alimenter et pour malmener les peuples, eh bien, j'ai pensé au trouillomètre. Pourquoi ? Parce que ça m'a fait penser à un excellent humoriste et chanteur qui s'appelait Thierry Leluron, que ma génération a connu et celle d'avant. Et je ne sais pas la jeune génération s'ils l'ont connu, et c'est bien dommage. Je vous invite à regarder toutes les vidéos que vous pourriez voir sur Thierry Leluron, où il y en avait une qui s'appelle le Véritomètre. Le Véritomètre, c'était un sketch où Georges Marchais, qui est un ancien politique qui était au PCF, c'est-à-dire le Parti communiste à l'époque, donc je vous parle de ça, ça date de mes robes, hein, comme dirait Coluche, mes cheveux blancs. Et donc, il était Leluron avec Bernard Mabille, hein, qui est toujours de ce monde, Bernard Mabille, c'était deux comparses extraordinaires qui faisaient des sketchs, mais à mourir de rire, vraiment. Enfin, je ne sais pas, vous n'allez peut-être pas apprécier, mais nous, on appréciait beaucoup. Extrêmement fin, toujours très fin et très juste. Il faut bien écouter les mots, c'est toujours dans la finesse. Et ils avaient décidé de faire mentir Georges Marchais. Pourquoi ? Parce que Georges Marchais, à l'époque, était quelqu'un que tous les enfants adoraient écouter, tellement il nous faisait rire. Moi, je me rappelle, petite fille, il me faisait rire parce qu'il mentait, il racontait des histoires, il avait un langage et une façon de parler qui était très particulière, et il faisait rire tout le monde. Et puis, on s'était rendu compte que sous couvert des cotisations PCF, il s'était acheté un château alors qu'il était censé être proche du peuple. Et donc, il y a eu le Véritomètre de fait. On lui a mis un espèce d'entonnoir sur la tête. C'est très comique. Et Bernard Mabille interview, ou plutôt interroge Thierry Leluron, alias Georges Marchais. Et à chaque fois qu'il ment, le truc, il doit biper et baiser à mort. Donc... Autant vous dire qu'il bip à chaque fois. En gros, voilà. Et en plus, il y a tout l'accent et tout. Et puis, c'était l'époque où il y avait Krasuki qui ne savait pas compter. Enfin, on avait des politiques très drôles autrefois. Aujourd'hui, c'est pas le même humour. On ne peut pas dire que ce soit le même humour. Et donc, Leluron, Coluche, tous ces gens-là rebondissaient dessus. Et je pensais à ce Véritomètre. Là, je me suis dit, on est dans le trouillomètre et on va mettre le trouillomètre sur la tête de tout le monde. Et ça va biper beaucoup, à mon avis. Voilà. Et c'est une façon de rendre hommage à Thierry Leluron, qui est parti de façon très programmée de cette planète. Alors, c'est très juste, c'est un beau rappel, c'est une belle mémoire finalement, effectivement, à cet humoriste. Et il y en a eu beaucoup d'autres, comme Coluche et d'autres encore, qui ont défendu de nobles causes et qui l'ont payé, pour certains, de leur carrière et de leur vie. Le trouillomètre, c'est important, c'est de rigueur, c'est justement cette période de peur qui est alimentée par des médias. Mais quand je viens à la télévision, je ne dis que la vérité, rien que la vérité. Toute la... Soutenu par des politiques, on passe d'une trouille à une autre trouille, on passe d'une guerre sanitaire à une guerre physique. Donc, il y en aura peut-être d'autres formes de guerre qui suivront, on ne sait pas encore, on n'est pas dans la prophétisation. Mais en tout cas, le trouillomètre, effectivement, je pense que ça peut être une bonne... c'est un très bon nom pour cette première série qui va aborder le sujet de l'attaque, de l'opération spéciale. Tel est le terme qui a été avancé par M. Poutine, l'opération spéciale qui se déroule en Ukraine et qui a été initiée donc par la Russie. On va aborder ce sujet de manière un peu générale, mais avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, de vous expliquer quelles sont les causes de cette invasion, de vous expliquer la mesure qu'il faut avoir quand on analyse une situation pareille,
et des conséquences qu'il peut y avoir à court, à moyen terme sur la politique française et même plus largement. On voudrait d'abord vous faire un petit rappel, et c'est Nadine qui va vous faire ce rappel, sur le profilage qu'il peut y avoir entre un personnage historique de la politique française, Napoléon, et sur Monsieur Poutine. Savoir finalement quel lien il peut y avoir et comment ils perçoivent l'histoire, comment ils perçoivent leur place dans l'histoire à travers leur profilage, bien sûr, et ce que ça peut nous apporter finalement pour comprendre, j'allais dire, les arcanes finalement de la pensée autour de cette crise. Est-ce que tu peux nous faire ce petit rappel, Nadine? Oui, c'est vrai que c'est un rappel quelque part parce que j'en ai parlé un petit peu et surtout dans mon livre Profilage historique Napoléon Bonaparte où je me suis vraiment penchée sur le sujet de est-ce que l'histoire nous ment? Est-ce que le profilage est au service de l'histoire en réalité? Je l'ai mis au service de l'histoire, humblement, hein, parce qu'on ne détient aucune vérité, en profilant des tableaux de maître, en profilant des contextes, des situations et en profilant les masques mortuaires, où là, très clairement, tous les points relevés mettent déjà en avant que le masque mortuaire que l'on annonce en France n'est pas du tout celui de Napoléon. Mais alors vraiment pas du tout. Il y a éventuellement un point congruent, mais pas du tout les autres. Et alors que l'autre, tous les points matchent complètement. Donc, à partir du moment où on sait que l'histoire nous ment, qu'on sait qu'on n'a pas la main en fait sur notre passé et qu'on nous manipule afin de nous faire croire un ensemble de choses. Donc il faut quand même voir que depuis à peu près, je crois que c'est une dizaine d'années, j'ai jamais vu, peut-être même moins que ça, j'ai jamais vu autant de soi-disant nouveaux documents révélés, divulgués concernant Napoléon, qu'il aurait déclenché des guerres ici et là, alors qu'on n'en avait jamais trouvé pendant 200 ans. Hein. Donc, c'est quand même assez étonnant. Et puis, c'est un esclavagiste, c'est quelqu'un de pas gentil, c'est ceci, c'est cela. Alors qu'en réalité, c'est pareil, ça faisait 200 ans où on ne disait pas ce genre de choses. Il n'était pas jugé, il n'était pas critiqué, c'était factuel sur des faits, des éléments, etc., etc. Donc, tout est fait, en fait, pour casser ce personnage. Très étonnant, mais très à la mode. Parce que tous ceux qui réussissent, on les a toujours cassés dans ce pays. Et a fortiori, quelqu'un qui prend un certain poids, on arrivait au bicentenaire l'année dernière, il est toujours un homme extrêmement adulé dans le monde entier. Et c'est aussi le cas de Vladimir Poutine. Quelqu'un, c'est le chef d'État le plus aimé du monde entier. Donc là, déjà, il y a un parallèle. Mais aussi le plus critiqué, au deuxième parallèle. C'est étonnant. Donc, mais qui critique? Donc là, je vous laisse faire vos propres recherches et analyses. Vous allez vous rendre compte, je pense que vous allez tous arriver aux mêmes conclusions, que c'est ceux qui tiennent cette espèce de pouvoir, donc une minorité de personnes, ceux qui manipulent ce système et ce monde, qui sont les médias, ça on le sait, mais pas que. Pour l'histoire, il y a aussi, sur la partie histoire, il faudrait regarder qui prétend et prône être les gardiens de certaines personnes par rapport à leur passé, par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à comment on peut analyser l'histoire de ces personnes-là, et ainsi de suite, dont Napoléon. Et ils se positionnent en gardiens en n'étant pas forcément les vrais gardiens, mais peut-être simplement des gens qui sont obligés de manipuler la mémoire de ces personnes-là dans un but bien précis, et c'est le cas de Napoléon. J'ai trouvé en effet dans mes travaux des incongruences, donc je répète, des choses qui ne matchent pas entre elles. Dans notre métier, on appelle ça congruence ou incongruence. Congruence, c'est quand on est en phase, incongruence, c'est quand on ne l'est pas. Et c'est surtout sur la période de fin de prise de pouvoir, on va dire, de Napoléon, parce qu'il s'est quand même mis la couronne sur la tête. Hein. Ce n'est pas non plus quelqu'un de parfait. Et où on voit, c'est le comportement du tsar Alexandre Ier qui, pour moi, a été quelque chose d'assez suspicieux. C'est-à-dire qu'avant la campagne de Russie, le tsar Alexandre Ier était quand même très bon ami avec Napoléon, se comportait de façon plutôt, on va dire, normale, loyale. Et il y a eu ce revers avec la campagne de Russie qui fait que le tsar Alexandre Ier s'est complètement retiré de tout. Il a complètement modifié son comportement, mais vraiment complètement. De tout ce que j'ai lu, j'entends bien. Mmh. Ajoutez à cela les fraises de Grouchy. Je vous laisse regarder cet officier Grouchy qui a préféré manger une tarte aux fraises plutôt que d'aller faire la campagne, se positionner au bon moment sur la bataille de Waterloo. L'attitude de Murat, qui était quand même le beau-frère de Napoléon.
Bref, tout un ensemble de choses comme ça qui tombent à peu près au même moment, qui tombent à peu près et qui font que toute mise bout à bout, ça ne pouvait que faire aboutir à un échec de l'empereur. Bien. À cette époque-là, avant qu'il ne se mette la couronne sur la tête, qu'il envoie peut-être le pape, qu'il l'emprisonne parce qu'il considérait que la religion avait beaucoup trop de poids sur les gens. Oui, il était dur, mais en fait, tout le monde croit que c'était un dictateur, mais non, il redressait les choses pour le peuple. C'est ça qu'on ne veut pas mettre en avant et qu'on ne veut pas analyser. Il y a beaucoup d'éléments qui montrent qu'en fait, il fallait qu'il ait de la poigne, il fallait qu'il prenne les choses en main, parce que le peuple n'avait pas la vraie vision de ce qui se passait, et qu'il était peut-être mieux qu'il ne l'est pas. Mais vraiment, dans les valeurs de la Révolution, c'est pour libérer, en fait. Et je réitère, il n'a pas déclaré de guerre. Alors, il paraît qu'on a trouvé des dernières preuves que si. Moi, je doute. Personnellement, je doute. Parce que toutes les preuves qui sortent ces derniers temps sont, à mon sens, discutables. Mais je peux me tromper. Je peux parfaitement me tromper. Je remets totalement... Je mets en disant cette possibilité sur la table sans aucune difficulté. Donc, notre Napoléon a vu... Enfin, il est né à peu près à la période où les francs-maçons et Illuminati sont arrivés. Et quand il a commencé à prendre le pouvoir, ils ont fusionné. Et donc, du coup, j'ai découvert tout un ensemble de choses qui permettraient et laisseraient supposer, parce qu'on a fait croire que Napoléon était franc-maçon, on n'a jamais eu de preuve, il était entouré de francs-maçons, ça c'est clair, mais il était suffisamment fin pour faire le caméléon et le spy, comme on dit, hein, l'espion, pour pouvoir avoir toutes les informations, les éléments, pour se dire, il faut que je m'infiltre, en gros, pour savoir ce qui va se passer et comment faire, parce qu'il est arrivé là tout seul, hein, le petit Corse, hein, il est arrivé là tout seul. Il n'était pas petit d'ailleurs, du reste, pour l'époque. Et on l'a tellement chahuté, on a tellement vidé les caisses à chaque fois qu'il avait le dos tourné, il pouvait se confier à personne, il pouvait se reposer sur personne, que forcément, il faisait attention à tout. Et là, encore une fois, on a le même profil avec Vladimir Poutine. On est exactement le même. Sauf que, aujourd'hui, on n'est pas à la naissance de cette fusion FM-Illuminati, on est à la chute. Comme si une boucle était bouclée. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a tellement de parallèles, on a l'impression qu'il finit ce travail avec un profil similaire à Napoléon. Rien ne le perturbe, il suit sa ligne de conduite, mais il est fort et riche de toute cette expérience du passé. Il est l'homme puissant, l'ours, certains l'appellent l'ours, je ne sais pas si on peut l'appeler ours, mais en tout cas, c'est un génie, quelqu'un de puissant, que si on ne l'avait pas sur la planète aujourd'hui, on n'en serait pas là. On trouve tout un tas de similitudes qui sont associées à Napoléon, qui était aussi un génie, développeur, fonceur, nettoyeur. Et lui aussi, c'est aussi un nettoyeur, développeur, fonceur. Et un homme de paix, contrairement à ce qu'on veut faire passer. Un homme de paix. Mais par contre, s'il considère que ce n'est pas bon pour les valeurs de son peuple, alors là, il n'y a pas de cadeau. Il y va. Et ça, pour certaines personnes, forcément, ça ne passe pas. C'est considéré comme un dictateur, tout comme Napoléon. Mais non, ce n'est pas de la dictature. C'est le propre même d'un chef d'État. C'est, on m'a mis en place pour faire l'émission, je fais l'émission, et c'est à vous de le comprendre, mais je ne peux pas non plus tout dire, parce qu'un chef d'État ne peut pas rendre que des comptes. On a plein de similitudes par rapport à ça aujourd'hui, mais dans le sens où cette fois-ci, c'est la boucle qui se ferme, parce que c'est un nettoyeur, cet homme-là. On n'arrête pas de le casser, mais de toute façon, dans cette société, tout ce qu'on casse, c'est que forcément, ce sont des bons. En fait, c'est le contraire de ce que l'image renvoie dans le miroir qu'il faut regarder. C'est vraiment le contraire. Oui, parce qu'on est dirigé finalement par des, entre guillemets, des mauvais, pas dans le sens compétence, mais c'est-à-dire des gens qui sont malsains, des gens qui mentent pour se maintenir au pouvoir, qui s'accaparent une forme de connaissance, de savoir, qui est notamment lié aussi à ces sociétés discrètes qui manipulent des chefs d'État, qui manipulent des puissants, puisqu'ils sont quand même, il y a un maillage assez fort, hein, comme tu disais, comme tu le rappelais très justement, ce maillage qui existe des sociétés secrètes qui est apparu, on va dire, pour les plus structurés comme la franc-maçonnerie en 1717 en Angleterre. Et en fait, ce sont comme des groupes de pensée, ces gens, qui sont très soudés et qui font avancer la politique en arrière-plan. C'est ce que la journaliste d'investigation, j'ai fait souvent référence, Sophie Coignard, parle et indique, que c'est un État dans l'État. Donc c'est important finalement de préciser ça pour remettre le contexte et que les gens comprennent bien que ce sont ces gens effectivement qui sont les vrais finalement manipulateurs derrière le paravent qu'est la politique.
Et que ce soit Napoléon ou Poutine, ils ont intégré quelque chose comme ça, même s'ils en font peut-être plus ou moins partie, ou ils en ont fait partie ou pas, c'est difficile à savoir. Bon, toi, tu penses effectivement que Napoléon n'en a pas fait partie, mais qu'il a été très entouré autour de ça. Poutine, on ne sait pas trop. Les informations vont un peu dans les deux sens. Certains disent que oui, il y fait partie. Certains d'autres disent qu'il les a trahis. Écoute, Qu'est-ce que tu en penses? Oui. C'est un ancien du KGB, Poutine. C'est quoi le KGB? Alors, c'est pas la DGSE, hein. On est quand même un niveau au-dessus, hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gars, pour avoir des informations? Ils vont s'infiltrer. Ils s'infiltrent, bien sûr. Voilà, tout simplement. C'est le propre des agences de renseignement, c'est s'infiltrer pour avoir l'information. Et voilà, c'est exactement ça. Donc, à partir du moment où il cherche à s'infiltrer, où il fait les choses pour pouvoir obtenir des informations et savoir comment le meilleur moyen de savoir comment ça se passe, c'est que tu y vas. C'est d'être dedans. Encore une fois, ou de faire des métiers comme le mien, mais sinon, tu y vas. Mais c'est mieux, mais pour avoir plus d'informations, plus d'éléments, pour paraître crédible et ainsi de suite, c'est de l'infiltration. Bien sûr, tout à fait. C'est la base de l'information. Voilà. Napoléon était un militaire, un féru stratège et tacticien, ce qui est très rare pour un militaire. Il était autant l'un que l'autre. Je précise qu'il est étudié dans toutes les écoles militaires du monde entier, encore Napoléon, il faut quand même le préciser, pour quelqu'un qui a un ogre et je ne sais pas quoi, là, tout ce que l'on peut dire, mal de lui. Et bien de fait, étant ainsi, il s'infiltre aussi. Et les deux, c'est vraiment de l'infiltration. Oui, bien sûr. Oui. Il ne pourrait pas en être autrement. Quand certaines personnes disent Poutine, oh, il n'en a rien à faire, parce que qui est-ce qui a, je ne sais plus si c'est Martine Aubry ou... Oh, ben c'est les deux. C'est Martine Aubry et Anne Hidalgo qui se sont autorisés à critiquer, évidemment, parce que ils sont obligés de le faire. Hein. Là où ils sont obligés de le faire. Bien sûr. Et certaines personnes ont dit, de toute façon, Poutine, il ne sait même pas qui vous êtes. Erreur. Poutine en sait plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il sait très bien, il sait. Et attention, il a toujours de coups d'avance. Et il est extrêmement fin. Et ça, c'est la différence avec Napoléon. C'est que Napoléon, il était vraiment dans sa lignée de patrie, lui aussi. Il aimait son peuple. Il y allait, mais il était trop naïf. Oui. Il a été un peu trop naïf et beaucoup plus mal entouré que Poutine. Mais Poutine, c'est pas du tout ça. Et plus brut, peut-être. Ah oui, il est brut et fin à la fois. C'est-à-dire qu'il va être cash plutôt. Plus exactement, il va être cash, puis tu ne vas pas lui jouer deux fois. Il y a une vidéo qui a été virale, qui est extraordinaire, quand il a recadré une société américaine qui voulait fermer sa société en Russie, je ne sais plus où il a même été jusqu'à demamer son stylo au gars pour signer les papiers. Oui, une usine de ciment, effectivement. Voilà, et vous allez rester de l'usine-là et vous allez garder tous les salariés et tout. C'est du grand art de Poutine. Tout est là. S'il n'y a rien qui va lui faire peur, il sait exactement. Et le premier qui veut essayer de la jouer avec lui, il va dire tout ce qu'il a à dire. Et il ne dira jamais tout. Jamais. C'est toujours précis. C'est très tactique. C'est aussi un fin stratège et tacticien. Ce qui est très rare d'avoir les deux. C'est vraiment un génie. Alors forcément, surtout en France, tout ce qui est bon, il faut qu'on le casse. Il faut qu'on le détruise. Il faut qu'on le dévalorise. Et j'aurais tendance à dire à toutes ces personnes qui cassent et qui les montent, êtes-vous simplement capable d'en faire juste, ne serait-ce que 5%? Et je vous pose la question pour tout le monde. Avant de casser qui que ce soit, êtes-vous capable d'en faire ne serait-ce que 5%? C'est une très bonne question. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui pourraient répondre. Voilà. Critiquer, ça va tout seul. Allez, vas-y, je critique, je casse, j'y vais. Et t'es qui toi pour critiquer? C'est ça, Complètement. La critique doit d'abord être constructive, argumentée. Il ne faut pas que ça se contente simplement d'être une simple opinion. Non, c'est nul ce que vous dites, et on s'arrête là. On ne peut pas discuter dans ce cas-là. Mais on y reviendra là-dessus, justement, sur la nature un peu des échanges et de la mesure. On y reviendra un peu plus loin dans la vidéo. On va rentrer un peu dans le cœur du sujet, qui est justement, pour rebondir sur cette notion que c'est un frère stratège et un tacticien. Il a donc décidé récemment, et c'est le cœur du sujet, d'envahir ou de faire plutôt une opération spéciale en Ukraine pour cibler des lieux stratégiques et pour, selon ses termes, s'engager dans une phase de dénazification de l'Ukraine et donc finalement d'une partie
de forces qui seraient qualifiées de néo-nazis, qui seraient proches du pouvoir et qui auraient été notamment mis en place par des services liés à l'OTAN. Et c'est là où, selon ces termes, je pense que M. Poutine est quelqu'un quand même d'assez diplomate, qu'il a fait beaucoup de propositions pour dire à l'OTAN justement qu'ils avaient menti sur la majorité des traités internationaux, qu'ils ne devaient pas se rapprocher de la Russie justement avec leur base militaire, qu'ils ne devaient pas être trop proches, et malgré ça, à l'Occident, continuellement, depuis plus de 50 ans, a continué à implanter des bases militaires en se rapprochant de la Russie. Et je pense que là, c'était un petit peu un point de non-retour. Il arrive à la solution un peu extrême, qui est une solution qu'on ne veut jamais, hein, puisque c'est toujours une solution qui est difficile d'aller en guerre, finalement, donc d'engager des vies humaines. Mais je pense que devant, finalement, les mensonges auxquels il a été confronté depuis plus de 50 ans, il n'est pas dupe, ses équipes ne sont pas dupes. Il a vu tout l'est de l'Ukraine qui est attaqué maintenant depuis plus de 8 ans, la région du Donbass, qui serait attaquée justement par cette partie liée aux forces ukrainiennes, qui est une partie néo-nazie, je le rappelle. Hein. D'ailleurs, M. Asselineau en a fait référence, c'est le groupe Azov, ce groupe néo-nazi qui est rattaché, qui serait rattaché, j'utilise le conditionnel, à l'armée ukrainienne et donc à l'OTAN. L'OTAN qui est une force clairement des grandes multinationales et peut-être de la finance internationale. Et donc c'est ça qu'il faut bien voir finalement dans cette période dans laquelle on est. Ce n'est pas aussi simple qu'on veut nous le présenter dans les médias. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il ne faut pas totalement accepter effectivement la propagande russe ni la propagande occidentale. Tu vas nous parler un petit peu de cette invasion, de ces causes qu'il y a un petit peu derrière. Et pourquoi finalement il est dans cette démarche un peu extrême d'aller faire une guerre à un pays qui, on le sait, par plusieurs informations qui ont tourné récemment, est corrompu de l'intérieur. Ils ont mis en place un président qui est un ancien acteur de théâtre et bien d'autres. Tu vas nous rappeler, je crois, des petits épisodes croustillants. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a d'autres affaires qui sont liées directement au chef d'État américain, que tu vas nous rappeler également, et plus particulièrement à son fils. C'est là qu'il faut comprendre en fait que tout n'est pas si simple et que si on creuse un petit peu, on comprend ce qui se cache derrière finalement. Et on comprend pourquoi M. Poutine veut nettoyer un petit peu. Raconte-nous, dis-nous un petit peu ce qui en est tout ça par rapport à ce président, au fils de M. Biden, etc., qu'on puisse avoir un tableau d'ensemble. Alors avant d'arriver là, je vais commencer par rappeler quelque chose qui est aussi très proche de Vlad. On l'appelle Vlad, parce que pour nous, c'est un ami. Moi, je serais honorée un jour de le rencontrer, cet homme-là. Rencontrer un génie. Il y a deux personnes que j'ai vraiment envie de rencontrer. C'est Edward Snowden, et justement, il est en Russie, et Vladimir Poutine. Si je serais honorée de rencontrer ces personnes-là. Sun Tzu disait « Celui qui désire la paix devra préparer la guerre ». Et ça, c'est typiquement du Poutine. Celui qui désire la paix devra préparer la guerre. En défense, on le sait, ça. On sait ce genre de choses. Les gens disent toujours, ils parlent de guerre. Bon, tu l'as dit très justement, moi je ne pense pas que ce soit une guerre en soi. Ah mais trouillemètre, hein, trouillemètre. Oh non, mais attendez, moi j'ai lu quand même des gens qui ont dit, il faut qu'on remplisse nos frigidaires, nos armoires, tous les Russes sont aux portes de la France. J'ai lu ça. Hein. Alors je ne sais plus où, comment, ou quoi, aux caisses, mais oh là, au secours, trouillemètre. Trouillemètre, la propagande est en marche. Alors attention. Non mais attends, en plus, je suis désolée, mais les Russes ne sont pas plus dangereux que cela. Ils sont même moins dangereux que l'État profond, nettement moins. Et qu'en effet, en Russie, on est parfaitement lucide de ce qui se passe dans le monde entier, et notamment en Ukraine. Alors, j'ai lu un ensemble d'informations que je n'ai pas eu le temps de vérifier et à vérifier, mais qu'il semblerait que l'Ukraine n'ait plus de frontières officielles, je crois, depuis 1991, je crois, attention, à mettre au conditionnel,
et qu'il y aurait une espèce de liberté, en fait, par rapport à la Russie et par rapport à l'Europe, comme un électron libre qui vivrait entre justement cette Europe et la Russie. Mais quand on regarde l'Europe, la carte de l'Europe et la carte de la Russie, c'est la Russie qui a perdu du territoire. Apparemment, du fait de l'OTAN. Je le dis bien apparemment. Donc, si on remonte un petit peu dans l'histoire, là encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, dont je réitère, les Russes font partie de nos libérateurs. Je l'ai dit dans une autre émission, je le réitère. Et on n'en parle jamais, on ne les fête jamais. À tort. C'est quand même pas cool pour les Russes. Parce qu'ils ont donné aussi leur vie pour notre liberté. Et je pense que c'est ce qu'ils sont encore en train de faire. C'est quand on parle encore de nazisme en 2022, c'est super intéressant. Les mots sont précis. Là aussi, je réitère, hein, Vlad, il est vraiment, c'est très précis, très pointu, toujours de coups d'avance, il sait ce qu'il fait. C'est un joueur d'échecs invétéré. Nous, dans nos métiers, on n'a pas le droit de jouer aux échecs. Tu vois. Mais c'est une partie que je ferais bien avec lui si j'avais le droit. Mais on n'a pas le droit, parce que dans nos métiers, on ne peut pas faire des jeux de hasard ou des jeux d'échecs ou des trucs comme ça, parce que ben voilà, avec notre métier, on triche en gros. C'est comme si on trichait. Eh bien, là, il est exactement dans cette partie-là. Et il est déjà à échec et mat. Il a déjà mis sa partie adverse à échec et mat. J'en suis convaincue. Je ne sais pas quand, comment et ça va se faire, mais j'en suis convaincue. Parce qu'il a déjà tout préparé. Et il le fait sous Biden, il ne le fait pas sous Trump. Parce qu'il aurait pu le faire depuis longtemps. Le Donbass est en guerre depuis 8 ans. C'est quand même étonnant, ça. Pourquoi maintenant? Et il se trouve que je crois qu'Emmanuel Macron a pris en charge l'OTAN ces derniers temps. J'ai cru lire un truc comme ça, où c'est passé dans ces trucs-là. Comme lui, c'est un marionnettiste, un exécutant, un brave garçon, comme j'ai dit autrefois dans le profilage, qui doit suivre les ordres. Eh bien, c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est rendu en Russie et qu'il a ennuyé pendant 6 heures Vladimir Poutine, qu'il l'a reçu d'ailleurs comme un chien dans un jeu de quilles, hein, du reste, pas du tout comme un chef d'État. Donc, quand on parle de nazisme, c'est quand même pas rien d'aller sur le mot nazisme. Tout le monde pense que le 8 mai 1945, le nazisme est mort. Or, lui, il remet ça au goût du jour, c'est quand même pas n'importe quoi. Le géant mondial, le chef d'État mondialement reconnu, ce géantissime homme, remet ce mot au goût du jour. Ça n'est quand même pas rien. Donc, ça veut dire que le nazisme n'est pas mort. Ça veut dire que ce que beaucoup de gens pensent depuis quelque temps, la Seconde Guerre mondiale n'est pas finie. Elle a poursuivi cette guerre, entre guillemets, sous d'autres formes. Tellement d'Allemands ont été invités à s'installer, des chercheurs, des ingénieurs, tout ce qu'on veut. En Allemagne, il y a des suspicions sur la réelle mort de Hitler. Il y a beaucoup de suspicions de la descendance d'Hitler. Il y a beaucoup de choses qui circulent qui remettent en cause l'histoire. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et Vladimir Poutine nous sort le mot nazisme en 2022. C'est quand même pas rien. Donc quand on parle de nazisme, c'est une façon de dire aussi au peuple, on a déjà lutté contre le nazisme. Mais on ne l'a pas éradiqué. Moi, chez moi, je l'éradique. Parce que l'Ukraine, historiquement, est plutôt du côté russe que de l'Europe. Et d'après là aussi des informations que j'ai lues, à vérifier, il semblerait qu'une très grande majorité d'Ukrainiens soient russes. Et il se trouve qu'on a vu beaucoup de vidéos de soldats russes qui chantent avec les soldats ukrainiens, et inversement. On a vu énormément d'Ukrainiens dans la rue qui ne sont pas du tout sous les bombes, etc., même des gens qui disent « arrêtez de nous appeler, on a une vie tout à fait normale, c'est quoi ce cirque de propagande ?» Et des gens qui sont des soldats et ainsi de suite, qui sont, en train de faire la fête, ou des gens qui vivent normalement en gros, mais qui accueillent le russe comme un libérateur. Tout ça, ça fait penser à plein de choses où on se dit « est-ce que finalement l'Ukraine ne serait pas sous un joug dictatorial ?» contrairement à ce que l'OTAN et la Kabbale nous fait croire depuis très longtemps. Enfin, c'est un pléonasme, hein, OTAN et kabbaliste aussi, hein, donc c'est un pléonasme. Mais les deux, est-ce que finalement, et c'est vrai que quand on voit certaines vidéos du président, dont une où il joue du piano avec un comparse avec son sexe, et que dernièrement, ce matin, juste avant cette émission, on m'a envoyé une vidéo où il est dans un clip d'une musique assez fun d'ailleurs, plutôt dance, quelque chose comme ça,
Il est avec des talons aiguilles, habillé je ne sais pas comment. Il danse bien d'ailleurs, il danse très bien avec les autres. Il est dans un clip dessus, ce président ukrainien, hein, le président ukrainien. Où c'est son sosie? Où c'est son sosie? On ne sait pas. Mais visiblement, ça a été validé que ce soit bien le président ukrainien qui, dans ce clip, habillé comme pour aller à une gay pride, hein, en gros. Voilà. Alors, et c'est là où le lien est intéressant à faire. Après, c'est avec Hunter Biden, qui a des accointances extrêmement importantes en Ukraine. Il serait, du reste, affilié à une société gazière. Le gaz est fourni par qui en Europe? Alors, est-ce que c'est les États-Unis qui voudraient peut-être nous fournir le gaz après pour que ce soit beaucoup plus cher, bien évidemment, pour nous appauvrir encore plus, quand on voit l'énergie à quel coût elle est aujourd'hui. Et puis, quand on sait les ordinateurs qui ont été volés d'Hunter Biden, que ce soit le père comme le fils, de toutes les affaires qui sont liées à, le mot ne sera pas dit, mais tout ce qui est lié à la maltraitance, pour être soft, des petits-enfants. Du reste, on a trouvé beaucoup de photos dernièrement de trafic d'enfants, de bébés en Ukraine. Donc, il y a des synergies comme ça, des liens qui se mettent en place et qui suscitent l'interrogation. Tout ça, c'est des éléments qui existent, hein, j'invente rien, mais je pense que ce serait intéressant de les recouper, de les analyser, de voir ce qui se passe. Et quand on sait que Poutine est très famille dans son profil, qu'il ne supporte pas les déviances quelconques humaines, en tout genre, je dis bien en tout genre, qu'il protège énormément la famille, qu'il protège énormément l'enfant, bah, ça match. Et là, on retrouve encore notre Napoléon. Bon, avec les femmes, il avait un problème. Napoléon, c'est à cause de Joséphine. Hein. Alors là, on a pris cher, hein, parce qu'on a pris des lois qui n'ont pas beaucoup bougé, machistes. Ça, c'est à cause de Joséphine et de son infidélité. Bon. Mais pour Poutine, non. Donc, du coup, Poutine, lui, comme il n'a pas de trouillomètre, lui, il n'a pas du tout. Lui, ça ne buzzera pas, hein. Ça, c'est pas possible du tout. Mais que les autres de la cabale, puisque le SRAS-CoV-2, ça ne marche plus, puisqu'il n'y a plus de vaccinés, parce qu'ils ont un stock de vaccins qu'ils ne savent plus, enfin d'injections, hein, puisque ce n'est pas un vaccin. Ils ne savent plus quoi en faire. Ah ben attends, il faut quand même qu'on fasse quelque chose là pour réaugmenter le trouillomètre, parce que dernièrement, dans les sondages, moi, j'ai qu'à le voir autour de moi, partout où je vais. Hein. Hier, j'étais au bord du lac Léman, mais côté français. C'est rigolo. Je ne sais pas à quel niveau de goutte d'eau sur le lac Léman on doit mettre le masque et avoir le pass, parce que le lac Léman est franco-suisse. En Suisse, il n'y a plus rien. Donc, moi, j'ai fait mes courses sans rien, ça c'est agréable. J'ai été manger une crêpe et boire un chocolat chaud sans rien du tout. On se regardait tous comme si on ne s'était jamais vus. C'était merveilleux, on se souriait tous, c'était vraiment magique. Et là, je me retrouve dans une ville, un petit village assez connu sur le bord du lac Léman. Et il y a des magasins, oui, il n'y avait pas le masque, parce que les gens se sont dit, mais attendez, on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas trouvé la goutte d'eau frontière. Donc, le trouillomètre, ça veut dire qu'il a bien descendu. Ça veut dire que le trouillomètre, il n'existe pas. Donc, dans le baromètre de comment je vais mettre le trouillomètre en France, donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me fais une petite guerre, qui n'est pas une guerre, qui est juste un recadrage et une fin de nettoyage. Parce que les zones ciblées dont les informations dont je dispose, qui viennent de personnes venant de la défense, ce sont des zones vraiment ciblées, genre des laboratoires P4. Ah, c'est marrant, il y a des laboratoires P4 en Ukraine. Oui, il y a des laboratoires P4 en Ukraine. Elles sont ciblées. Et ça n'explose pas, contrairement à ce qu'on voit. Les photos que l'on montre dans les médias, ce sont des vieilles photos. Ou alors, c'est des trucs d'acteurs. Un peu comme BHL quand il a fait croire qu'il était en Irak, là. C'est où tu vois bien le fond vert qui est derrière. La belle mise en scène, là. C'est trop rigolo, ça aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens commencent à ouvrir les yeux et commencent à s'en rendre compte. Mais ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que ça a marché dans l'esprit d'autres personnes, où le trouillomètre, il est passé à 200, il a pété tous les scores, là, on explose le truc au-dessus complètement. Et alors que moi, je pense que ce serait mieux de mettre le véritomètre sur la tronche, quoi. Dire, hop, on met le véritomètre, ça va sonner tout le temps. Ah, c'est sûr que si on fait parler les politiciens avec un véritomètre, ça ne pourra que sonner. On va avoir des coupures d'électricité. Surtout chez nous, en Occident. Ça me fait penser,
si les gens veulent avoir une vision d'ensemble, puisque c'est quand même un bon moment de l'histoire, ça me fait penser à un très bon livre. J'ai déjà fait référence à ce livre, mais je le redis, on répète jamais assez, je pense. Oui. Ce livre vous donnera une vision justement de l'histoire de la fin du 19e siècle jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et à peine un peu plus après. Ce n'est autre que le livre de Carol Quigley. Carol Quigley était un professeur d'histoire à l'université de Georgetown. Georgetown, c'est une université justement très liée à la maçonnerie, notamment aux États-Unis. Et c'était notamment le professeur de Bill Clinton. Donc, je veux dire, c'était un des plus grands influenceurs, finalement, de la pensée d'un président américain, Bill Clinton, qui est un président va-t-en-guerre et qui est un président, comme le rappelait, je crois, il n'y a pas très longtemps, Hubert Védrine, qui était ancien ministre des Affaires étrangères, a changé sa politique et a eu une politique justement beaucoup plus agressive envers la Russie que ne l'avaient ses prédécesseurs du temps de Carter, etc. Lisez ce livre, il est vraiment très bien pour comprendre finalement les arcanes de l'histoire et quels sont les pouvoirs qui tirent les ficelles derrière les guerres. Toujours les mêmes pouvoirs en fait. Je vous dis ça simplement parce que ce professeur de l'université de Georgetown a fréquenté tous ces milieux de gens très puissants, très aisés. Il était avec eux. Il a fait publier ce livre à la fin de sa vie, sa mort, comme un pressentiment, j'ai envie de dire. Et ce livre explique vraiment et fait une synthèse. Vous pouvez oublier tous les livres d'histoire ou toute l'histoire qu'on vous a appris quand on était jeune, même que ce soit du collège jusqu'à l'université. Ce livre est une synthèse. Il n'y a que ça que vous devez apprendre à vos enfants ou à votre famille. Ça vous donne vraiment une très belle synthèse de ces moments historiques et finalement des manipulations qu'il y a derrière. Tragédie et espoir de Carol Quigley. Voilà le livre. Merci du rappel. Moi, je le note aussi parce que je ne l'ai pas lu et je vais le lire. C'est un tragédie d'espoir. Et il y a une chose justement que l'on peut voir aussi, c'est tous les mensonges qui ont été mis dans la presse. Et quand on a vécu des tranches de vie, on s'est rendu compte que c'est complètement faux. Et j'avais dit dans une ancienne émission, pour rappel, quand on faisait croire que les enfants étaient extrêmement, extrêmement, extrêmement maigres en Afrique, mais moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Et ça existe, en effet, mais je n'en ai jamais vu. Mais souvent, ça a été aussi appauvri volontairement, tout comme des vaccins, des maladies qui ont été mis là-bas volontairement. Comme une zone test, ce territoire a pris très cher, injustement, parce que c'était des zones test, parce qu'ils ont fait exprès, et puis pour manipuler l'opinion en disant, vous voyez, on est quand même bien lotis chez nous, alors vous pouvez supporter telle taxe, telle charge, telle ci, telle là. Et on fait exactement pareil aujourd'hui avec le trouillomètre de l'Ukraine pour dire, non mais acceptez le Covid, le pass et tout, alors qu'il y a quasiment plus de pays qui ont de pass, il y a très peu de picousés. Il y en a encore moins qui ont passé la seconde dose et voire ceux la troisième qui ne la passeront plus pour ceux qui sont encore en vie, mais beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de morts. Enfin, j'ai vu une vidéo encore hier soir du nombre de sportifs notamment qui sont tombés comme des mouches dans le monde entier, de ceux qui ont été publiquement indiqués. Et ça, c'est vraiment fait. C'est des choses qu'on ne veut pas mettre en avant pour bien alimenter le trouillomètre. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et il y en a plein qui tombent dans le piège, à 2 pieds joints. C'est effarant de voir aujourd'hui, je voyais sur LinkedIn encore. Alors, autant on voit plus de gens qui commencent à s'ouvrir, qui commencent à comprendre que c'est vraiment de la fake news et que c'est n'importe quoi, qui se disent, et c'est bon, Vladimir Poutine, on a compris qui il est, c'est bon, hein, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on a confiance en lui. Et puis, vous en avez d'autres qui sont repartis dans le dramaturge, dans le faire pleurer les chaumières, dans mais ça devient ridicule, sous couvert de leur nom, associé à une société, hein, quand même, parce que LinkedIn, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, j'ai telle profession, je travaille dans telle société, je suis ici et là. Et sous couvert de cela, ils vont s'avancer en faisant passer pour des braves gens qui cautionnent et qui ont peur de tout ce qui se passe, de ces vilains Russes qui vont être aux portes. Mais attends, moi, viens chez moi, j'ai pas de vodka, mais j'en achèterai s'il le faut. Elle sera peut-être pas aussi bonne qu'en Russie non plus. Mais moi, il n'y a pas de problème parce que je n'ai aucune crainte de cela. S'ils viennent, ce sera en touriste, c'est tout. Mais je n'ai aucune crainte de ça. Et tout ça pour alimenter cette peur constante, parce que dans les livres que les politiques ont beaucoup appris, les formations, dont un certain Anthony Robbins, qui est un sacré manipulateur,
C'est une secte, Anthony Robbins. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui disent « Oh non, mais il faut aller faire du Anthony Robbins, c'est bien, etc. » Non. Moi, je dis non. Eh bien, ils ont tous été formés par ça. Tous. Par tout un ensemble de comment susciter la peur, comment maintenir le pouvoir Par la peur. sur le cerveau. Comment faire ça? Comment les créer? Comment les alimenter? Comment faire en sorte qu'on ait le joug sur toute la population? Ils ont tous été formés par ça. Tous. Tous les chefs d'État. Même Vlad. Mais sauf que lui, il ne l'a pas utilisé dans ce sens-là. Il l'a utilisé comme Napoléon pour comprendre comment il faisait. Et c'est ce qui l'aide à avoir du coup d'avance. Plus tu comprends qui est ton ennemi, il faut toujours avoir un ennemi en face de soi, jamais derrière son dos. Bien sûr. C'est très juste, effectivement. Je pense qu'il a ce regard, effectivement, de comment protéger son peuple, comprendre comment, justement, le pouvoir en face utilise et a toujours utilisé la peur pour manipuler leur propre peuple. Et il essaie de garder, lui, une mesure, finalement, j'allais dire, dans ce brouhaha international où il a très bien conscience qu'on ne peut pas faire confiance à des gens qui ont eu une seule idéologie. Et c'est ce qui fait justement que l'Occident est très prévisible, c'est-à-dire qu'ils ont une seule idéologie, ils essaient de prendre différents chemins, mais finalement, on voit très bien ce qu'il y a derrière, hein, l'idéologie de déconstruction de la famille, de déconstruction des valeurs, de déconstruction de tout, en fait, hein, de tous les socles, de toute forme de spiritualité. Donc, à partir du moment où on a compris l'idéologie de fond, ils peuvent utiliser 50 chemins pour essayer d'atteindre leurs objectifs. On sait qu'ils vont toujours aller vers cette idéologie. Et lui, justement, il veut pas. Il veut protéger son peuple, il veut garder certaines valeurs, comme tu disais très justement, des valeurs de famille, des valeurs voilà, de spiritualité, bon, qui est liée à l'Église orthodoxe ou à d'autres. Mais peu importe. Mais ce qui est important, c'est de garder un ciment en fait moral et social finalement, et juste. Voilà, c'est ça. C'est de garder des ossatures qui sont liées autour de l'amour. Et ça, lui, il sait le mettre en avant. J'ai des clients russes qui sont les premiers à me le dire. Et parce que c'est mieux de se renseigner sur les gens qui sont sur le terrain. Alors, ils ne sont pas toujours tous d'accord avec lui. Il n'est peut-être pas toujours compris. Il fait aussi des erreurs. C'est un être humain. Mais globalement, c'est celui aujourd'hui qui est le plus exemplaire dans notre société et qui est considéré comme un exemple. Il est autant haï que craint. Donc, rien que ça veut bien dire que cet homme-là, il vaut mieux bien considérer et bien regarder qui il est. Quelqu'un qui est autant haï que craint, c'est qu'il y a une raison derrière. Il faut bien... Et moi, franchement, je dis qu'on a une chance énorme de l'avoir. Parce que si on ne l'avait pas, on serait dans une merdoum noire de chez noir. Hein. Ben, on serait déjà dans ce que Nicolas Sarkozy, on ira ensemble, ce que disait, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Il disait ça en 2007, je crois. En gros, de gré ou de force, on ira. Et là, dernièrement, justement, il était invité par le président Macron et il avait l'air un peu plus mesuré, étonnamment. Il disait, bon, il va falloir réinventer une forme de multilatéralisme, il va falloir être créatif. Il a dit ça? Oui, il aurait dit ça, ouais, effectivement. Donc, j'ai l'impression... C'est pas les casseroles qu'il a aux fesses qui vont commencer à le faire peut-être réagir, ou il s'est dit, tiens, il faut peut-être que je mette un petit peu d'intelligence dans mon cerveau. Je sais pas. En tout cas, il a été plus mesuré. Enfin, il semblait du moins plus mesuré, moins en confiance qu'il l'était au préalable, suite à cette action, effectivement, du président russe, M. Poutine. Mais c'est un chef d'État qui a été le moins pire qu'on a eu dans les derniers. Oui, oui, je pense. Et qui n'est pas si idiot que ça, du reste. Mais, enfin, bon, il n'est pas... bon. En tout cas, il est très copain avec le squatteur de l'Élysée, parce que moi, ce n'est pas mon président. Et il est très, très, très copain, ils sont très copains, et puis l'autre, à mon avis, il doit se sentir bien, 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 bien seul. Mais en même temps, ça rejoint ta vidéo, ta super vidéo sur l'histoire de l'Antéchrist. J'ai adoré, celle-ci aussi, je l'ai adorée. Et non, mais c'est sincère, et c'est un très beau travail, comme d'hab, je dirais. De toute façon, ça là-dessus, tu sais bien, c'est pour ça qu'on s'entend bien et qu'on travaille ensemble, parce que tu fais du très très bon boulot, exactement. Et c'est ça, c'est que de se sentir
Jupiter, qu'on l'a appelé Jupiter, donc il se sent l'élu et seul face contre tous, parce qu'il n'est pas compris. Mais mec, t'es pas l'élu, t'es juste un pion, où on t'a fait croire que t'es élu, et excuse-moi, je vais être méga cru, mais on n'attend qu'une seule chose, c'est que tu dégages, quoi, en gros. Mais plus loin, ton nom sera, dans les livres d'histoire, va rester comme une grave erreur de l'humanité, comme une grave erreur de l'histoire. Tu resteras, t'as failli être bien quand tu étais tout petit, jusqu'à ce qu'on te fasse dériver pour X et Y raison, parce que tu es une victime, et tu as choisi de rester dans le clan des victimes, tu n'avais pas le choix de rester dans le clan des victimes, ok, bon, ça, on n'a pas à juger, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais globalement, c'est ça. Mais en tout cas, qu'il y ait des gens aujourd'hui, ceux qui te soutiennent, et puis moi, je vais le tutoyer, parce que ce type-là, enfin bon, je veux dire, non. Je sais que dans une émission sur BTV, j'avais dit j'aimerais bien dîner avec lui, c'était pour voir à quel point, jusqu'où il pouvait aller, en fait. Jusqu'où il pouvait aller dans cet égocentrisme démesuré de moi-je. Moi, je me rappellerai toujours quand il a mis le premier plat sur le tapis rouge pour aller à l'Élysée, mais tout était dit en comportement. C'était impressionnant. Moi, tout ce que j'ai vu, là, je dis, oh là là, je dis, on va passer des années de galère. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Je peux te garantir qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, et ce type-là, il va être rayé de la carte d'une manière ou d'une autre, où il va servir des hommes de tout ce qu'il ne faut pas faire, de tout ce qu'il ne faut pas être, de tout. Et ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'il est haï à un point. Oui. Moi, personnellement, c'est de l'indifférence. Donc, c'est encore pire que de la haine. Je n'ai rien à faire. C'est de l'indifférence totale. Mais aujourd'hui, il y a énormément de gens qui le haïssent et ils croient que c'est parce qu'on ne comprend pas Jupiter. Mais non, attends. Justement, on le comprend trop bien. On s'est joué de toi, tu es rentré dans le jeu, tu t'es cru l'élu, tu t'es cru Dieu et je ne sais quoi, etc. Mais tu n'es juste pas grand-chose. Tu es juste, t'es vraiment, mais niveau intelligence, niveau culture, niveau tout ça, mais zéro. Tu n'es qu'un jouet, un pion, et tant qu'on n'est qu'un jouet, un pion, on n'est pas libre. Il n'y a pas d'élu comme ça. Il n'y a pas de. C'est des bêtises, ce genre de choses. Mais il s'y est cru, il s'est allé et il a été monté et toute sa vie, il a été manipulé comme ça pour faire croire que. Et c'est tout l'opposé, encore une fois, et de Napoléon et de Poutine. Et ça, c'est deux profils où ça n'aurait jamais pu arriver parce que Napoléon s'est fait tout seul, s'est monté tout seul. Et du fait d'avoir été constamment critiqué, d'avoir été pauvre, d'avoir tout un ensemble de choses, d'avoir en charge une famille aussi, dont une maman, il s'est fait tout seul. Alors, qui était le père de Napoléon? Ça, par contre, on a des doutes. Il y a un historien qui a fait un excellent travail dessus. Je trouve que c'est plutôt bon ce qu'il a fait. Je ne pense pas que ce soit le mari de Mama Laetitia, mais est-ce qui justifierait certaines choses? Toujours est-il, il s'est quand même fait tout seul, un peu épaulé justement par cet officier, mais il s'est fait quand même tout seul. Et quelqu'un qui se fait tout seul peut être très mal entouré, peut mal gérer certaines choses, peut prendre des directions plus ou moins mauvaises, mais en aucun cas, il va se mettre sur un piédestal. Parce qu'il sait très bien que c'est fragile, ce piédestal-là. Ceux qui sont portés ne se rendent pas compte du travail accompli. Alors que ceux qui sont partis de rien ou de pas grand-chose et qui ont franchi des étapes de folie savent que c'est fragile. C'est ça la différence, c'est que lui, on l'a pris et on l'a porté, on l'a propulsé. Ah oui, ça c'est sûr. Donc le garçon, attends, excuse-moi, mais t'as rien fait, quoi. T'as rien fait, à part spolier la France, mentir, raconter des bêtises, répéter les bêtises qu'on t'a dit de raconter et agir ce qu'on t'a obligé d'agir. T'as rien fait. T'as rien fait. Ah non, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il n'y a rien. Il n'a même pas gagné les élections de 2017. D'après des calculs qui ont été faits par des gens, je trouve que c'est vachement bien fait, ça remet largement en cause. Mais moi, j'étais dans un petit village où on l'a vu nous-mêmes. Dans le petit village dans lequel j'étais, on s'en est amusé d'ailleurs, de voir ce qui allait se passer au second tour, alors qu'il y a pratiquement la moitié du village qui n'est pas allé voter. Et on a vu les résultats. Et là, on a dit, je leur ai dit, voyez, je vous avais dit que c'est truqué depuis des années. Ah, voilà, maintenant vous le savez. Ils étaient à moitié étonnés. C'est sûr que de toute façon, les campagnes, j'allais dire campagnes publicitaires, qui sont finalement les campagnes électorales, sont des campagnes publicitaires, puisque tout ce qu'ils vous vendent, c'est un slogan. Ils vous font des promesses qui ne réaliseront jamais, puisqu'on ne ment jamais autant que pendant une campagne publicitaire ou une campagne électorale.
Et on se rend bien compte finalement que tout ceci est basé sur une forme de supercherie, une forme de fausse croyance. Les gens naïfs y croient toujours, chaque fois, ça recommence, jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand même, ils fassent un peu preuve d'intelligence. Ils se disent, on va prendre du recul, on va comprendre qu'ils sont en train de nous manipuler, qu'ils nous manipulent depuis fort longtemps et que maintenant, il faut dire stop. Voilà. C'est tout. Il faut être notre propre maître, avoir quelqu'un qui, je ne sais pas sous quelle forme, mais qui nous guide, plutôt avoir des guides. Parce qu'en fait, s'ils touchent tellement d'argent que la place, elle est bonne à prendre. Hein. Bien sûr. Oui, donc, comme ils touchent énormément d'argent, ils y vont. Et puis, ça leur donne une certaine notoriété, mais c'est des menteurs patentés. Faut voir, il y a certains hommes politiques qui étaient des diplomates. Mais en diplomatie, si tu mens pas, tu passes pas. Hein. C'est juste pas possible. Hein. D'autres qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais été propulsés d'une manière ou d'une autre, qui se retrouvent là du jour au lendemain. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est un monde totalement ubuesque. Et moi, alors là, franchement, si je te reprends, là, je te promets, on remet le véritomètre, mais bon sang, on a tous des coupures d'électricité, on n'a plus rien. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que à ce niveau-là, il n'y a aucun doute sur la parole publique de ceux qui sont présents, on va dire, parmi les candidats principaux, les dissidents, enfin la grande majorité, on va dire, puisqu'il y en a qui peuvent être de bonne foi quand même. Le véritomètre sonnerait. Alors, j'en connais pas. Perso, moi, je n'en ai pas vu un seul. Hein. J'en ai pas vu un seul. Mais peut-être qu'il y en a, mais dans les petits candidats qu'on cache, qu'on ne donne pas les 500 signatures et tout ça, là, c'est fort possible. Oui. Mais sinon, franchement, non, mais ce serait drôle. Tu mets le véritomètre à tout le monde. Mais attends, il faut chercher tout de suite du bois et du gaz. On n'a plus rien. On est à poil. Là, pour le coup, c'est sûr qu'on n'a plus rien. Pour revenir, avant peut-être d'arriver à notre avant d'arriver à notre avant-dernier sujet qui était sur l'échange mesuré, on a oublié d'aborder un petit point justement sur l'entourage du président ukrainien. Tu me parlais d'un monsieur Daniluk qui apparemment est donc le ministre des Finances et qui, très étonnamment, serait lié à une société qui est bien connue en France. Tu peux nous en dire un peu plus rapidement? Non, j'ai juste lu j'ai juste lu que on a une affaire McKinsey qui est en train de sortir en ce moment, qui est une des affaires de plus explosives, hein, parce qu'il y a eu Alstom, il y a tout. Je ne sais pas combien, mais il y a tellement de casseroles aujourd'hui qu'il y a le temps que De Gaulle, lui, il aurait dit, je laisse les clés, là, je m'en vais terminer. Ah oui. Là, non, il continue. Non, tout va bien. Je te dis. C'est hallucinant. Je reviens au véritomètre, je ne peux pas me l'empêcher. Je me dis, je le vois bien, le truc sur la tête. On est tous dans le noir. Tellement il y a des casseroles aux fesses. Oh. Non, écoute, je ne peux pas le voir autrement. McKinsey, le ministre de la Finance ukrainien, là, dont tu as cité le nom, il travaillait chez McKinsey. Oh, ben ça alors, c'est drôle. Je pense qu'il est important de rappeler en même temps que McKinsey, c'est ceux qui ont conseillé la France sur la politique à la fois vaccinale, du pass, que le fils du président du Conseil constitutionnel français est aussi chez McKinsey, que je crois le fils aussi de la présidente de l'Europe, Madame Van Lender, est aussi chez McKinsey. Je pense que là, normalement, les gens devraient avoir un petit tableau d'ensemble pour comprendre. Ah, ça devrait faire lumière, là. Ça devrait faire une sorte de lumière. Et puis, McKinsey, qui est américain, qui est en lien forcément avec Biden, et hop, on revient avec Biden en Ukraine. Oh, bah dis donc. Et puis le gaz et tout. Oh, bah ça, alors. Puis quand on voit comment ils ont géré la pandémie, non, mais là, vraiment, si les gens ne comprennent pas, je ne sais pas ce qu'il leur faut, là. Franchement, je ne sais pas ce qu'il leur faut. Ça semble effectivement compliqué. S'ils ne veulent pas mettre du leur, et c'est là où c'est important, finalement, d'être mesuré dans les analyses, dans l'analyse de la situation, que ce soit cette guerre en Ukraine, cette opération spéciale ou d'autres sujets. Souvent, des gens vont nous attaquer, ou les lanceurs d'alerte, ou ceux qui amènent des éléments de compréhension différents, vous nous attaquez gratuitement,
sans trop avancer d'argumentaire. C'est important de prendre du recul et d'aller toujours chercher presque des sources un peu opposées à ce qu'on nous présente comme étant le narratif principal qu'il faut absolument suivre. On nous a imposé de suivre un narratif pendant cette guerre sanitaire et maintenant on essaie de nous imposer un narratif durant cette opération spéciale en Ukraine. On le voit bien, tous nos politiques vont dans le même sens. C'est une honte, c'est une guerre sans commune mesure, peut-être même aussi grave que celle que la Seconde Guerre mondiale. Ils sont toujours dans la surenchère, alors qu'en réalité, tout simplement parce qu'ils défendent la même idéologie. C'est pas plus compliqué que ça, et une idéologie qu'on leur impose, sinon ils ne seraient pas à cette place-là. Qu'on leur impose ou qu'ils se sont imposés parce qu'ils sont tous maqués les uns les autres. Ils ont tous des casseroles en fesses qui sont reliées comme un cancer entre les uns les autres, donc ils sont obligés quelque part à trouver quelqu'un qui n'est pas de lien d'une manière ou d'une autre ou à qui on ne va pas lui mettre un lien genre si tu ne parles pas, je vais sortir tel dossier sur ta famille et tu verras que ça va exploser. Donc ça fonctionnera, ils sont obligés de suivre, quoi, en fait. Ils sont obligés de suivre le mouvement. Et il y a trop de lâcheté pour pouvoir dire je décroche. Et moi, je sors de ce mouvement-là parce qu'il faut un jour que je me regarde dans la glace, il faut un jour que je sois capable d'être conscient, que cette conscience prenne le dessus et de dire ce que je fais, c'est mal. Mais ça, je ne sais pas si c'est un truc dans la conscience qui a été mis dans leur cerveau. Des fois, je me pose la question. Mais sincèrement, déjà, ça n'est pas une guerre en soi, c'est un nettoyage. C'est un nettoyage. Alors oui, forcément, il y aura quand même quelques morts. Je crois qu'il y en a déjà eu. Mais pas ce que l'on dit, parce que c'est pareil, il y a eu un soi-disant journaliste américain qui est mort et en fait, on l'a retrouvé dans une autre, la même image, le même truc, mais je ne sais plus combien d'années avant et je ne sais pas s'il n'était pas déjà mort. Enfin, je n'ai pas tout compris, mais que des fake news, que des fake news. Tout ça pour faire un film d'une histoire. Et nous, on est spectateurs, mais il faut qu'on soit des spectateurs lucides et considérant que personne ne détient aucune vérité et que quand on est fait, on contre-argumente ce genre de choses. Illustrez-les. J'ai eu un échange sur LinkedIn qui était pour moi pénible, où d'abord parce que j'ai lu le Bureau des pleurs sur l'Ukraine, et là je dis ah non, là il faut arrêter parce que là ils étaient à deux doigts d'acheter des actions chez Procter & Gamble pour les Kleenex, hein, là c'était clair, hein. À ce niveau-là c'était là, du grand art, mais du grand art. Et je dis derrière que ce serait bien d'avoir un certain discernement. Posez-vous des questions. En fait, j'essaie de faire réfléchir l'esprit de cette personne qui a publié et tous ceux qui ont écrit dessus en alimentant ce bureau des pleurs. Et en faisant réfléchir, je ne donne pas de réponse pour autant. Et il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que vous avez des preuves? Mais attends. Mais il ne se rend pas compte que c'est... Il pense que je pars en vrille. Il m'a dit, je pars en vrille parce que je lui ai répondu en reformulant ce que j'avais écrit. Et pour lui, il dit, je pars en vrille. Mais il ne s'est même pas rendu compte que c'était ridicule ce qu'il écrivait, parce qu'il allait à contresens de ce que je proposais, et que du coup, il se montrait pas sous son meilleur jour, en ne comprenant pas les propos que j'ai mis. Non, il fallait être assisté pour lui, parce qu'on a fait des assistés dans ce pays. C'est qu'il préférait être assisté et qu'on lui donne tous les éléments, même manipulés, plutôt que de construire sa propre liberté et autonomie en cherchant par lui-même ce que je proposais. Et ça, c'est pénible. Quand tu vois ça, moi, je ne peux pas répondre à ça. Qu'est-ce que tu veux répondre? Je suis désolée, on n'est pas au même niveau, là. Hein. Je suis désolée. Non, si tu peux pas. Mes mots, tu les comprends. Je ne peux rien faire. Et après, il est vrai qu'il y a certaines personnes qui s'autorisent à faire de la contradiction. C'est très bien. Moi, j'adore la critique, mais constructive. C'est comme en science. Exactement. Quand un chercheur, j'en fais partie, hein, moi, on m'a appris, quand on contredit un chercheur, il faut apporter des éléments illustrés, probants, travaillés, fournis, congruents, enfin, bref, tout ce que l'on veut pour dire, voilà, c'est ça, 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 ça. Dire « j'aime pas », je suis désolée, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça n'a rien de constructif, ça ne met pas en valeur votre image, ça ne montre pas que vous avez compris les choses, ça ne montre pas que vous vous y intéressez, ça ne montre pas que vous allez en profondeur. Bref, en d'autres termes, vous vous décrédibilisez. Et justement, c'est ce qu'on ne fait pas en science. Quand un chercheur est critiqué, la première chose à faire, c'est d'apporter des éléments tangibles, illustrés, étayés, travaillés, quelque chose de construit, de vrai, bref. Mais en aucun cas dire « j'aime pas ».
C'est pas vrai. Oui, c'est ça. Moi, ça me fait toujours rire parce que je me dis, bon, ça va, je suis encore tombée sur une flèche. Des fois, Non, mais c'est difficile parce qu'on essaie parfois d'essayer des gens à avoir cette réflexion, c'est-à-dire à penser finalement, à avoir un regard critique, et ne Oui, pas accepter de but en blanc que ce soit nous, ce que nous disons ou ce que d'autres disent. Hein. c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas... Et il y en a, ils ne veulent pas l'accepter. Donc, c'est trop difficile. Ça me fait penser à une phrase, alors c'est peut-être pas la phrase exacte, mais de Carl Gustav Jung, que je cite souvent, justement, parce que je trouve qu'il a une pensée très juste, ce médecin psychiatre, et il dit, penser, c'est difficile, c'est pourquoi la majorité des gens jugent. Exactement. En C'est fait, exactement. c'est exactement ça, en fait. Sauf que le jugement est pire que. Je suis désolée, hein, j'ai chaud, on est en montagne, j'ai chaud. Et, sauf que le fait de juger, c'est déjà une façon de dire je suis manipulé. Parce que quelqu'un qui est dans le jugement, c'est quelqu'un qui a des croyances. Et à partir du moment où il a des croyances, c'est qu'il ne s'autorise pas à accepter de la diversité. Complètement. Et donc la remise en question. Mais là, on a aussi des gens qui sont habitués à l'assistanat. Donnez-nous des preuves, donnez-nous des exemples, donnez-nous. Mais va les chercher. Si moi, je te les donne, je veux bien te donner des trucs. Mais le problème derrière, c'est quelque part, je vais te manipuler. Parce que vu que tu ne travailles pas ton esprit, tu vas t'arrêter dessus. Et selon tes croyances, tu vas valider ou pas. Alors que si tu cherches par toi-même, tu vas développer ton cerveau à mieux le discerner, et ainsi de suite. Exactement, c'est très juste. Est-ce que tu penses que ce qui est en train de se passer en ce moment en Ukraine va peut-être avoir des répercussions en France, notamment au niveau de l'élection présidentielle? Est-ce qu'il y aurait potentiellement un report qui serait dans l'idée de notre chef d'État qui se positionnerait en chef de guerre et qui penserait justement qu'il serait beaucoup plus important d'être un chef de guerre plutôt que de s'engager dans une campagne électorale? Est-ce que finalement, on n'est pas un petit peu voilà, sur cette réflexion-là au niveau des instances dirigeantes? Alors, tu sais, quand on dit chef de guerre, moi, j'ai une image qui me... Je suis désolée, mais je crois que j'avais un fou rire aujourd'hui. Tu te rappelles le 14 juillet, le premier 14 juillet à l'Élysée? Tu te rappelles? Avec ce cher général de Villiers? Non, tu Non? sais, à l'Élysée, où il y avait, c'était pas le 14 juillet, où il y avait une espèce de gay pride party, là. Un truc. Ah oui, alors c'était pour la fête de la musique, ça, je crois, non? Ah, c'était la fête. Ah oui, d'accord. Bon, de toute façon, pour Il me semble. Que le premier 14 juillet, je crois que c'était avec le général de Villiers sur le char, où Emmanuel Macron essayait de se montrer presque au-dessus du général de Villiers. Oui. Je suis votre chef des armées. C'était un peu too much. C'est-à-dire que là, il surjouait l'acteur, en fait. Oui. Bon, et puis, quand il y a eu les avions, les chasseurs qui sont passés au-dessus, où il y avait soi-disant une erreur parce qu'il était rouge, le filet derrière de gaz, là. Et sinon, ce n'était pas une erreur, c'était bien une alerte qui a été... c'était un message qu'on envoyait au chef des armées. Et avec les légionnaires qui levaient leurs haches. Et c'est un ami à moi qui a pris cette photo et qui a fait le tour du monde d'ailleurs. Et qu'en effet, au moment où les chasseurs passaient avec le rouge en question, donc c'est des messages très forts des militaires, malheureusement. Ce message a fait que les têtes ont été un peu remplacées par des gens acquis à la cause du chef des armées. Mais moi, quand on dit un chef des armées, tu vois, je vois un mec viril, un mec, quoi, un homme, quoi, quelqu'un qui sait ce qui toi, tu peux lui laisser le bouton, il ne va pas l'appuyer n'importe quand, il sait ce que c'est qu'une guerre, il va éviter de déclencher la guerre. Tu vois, je vois ça, moi, en tant que femme, je me dis, un homme, quoi, un homme. Moi, je vois l'image de la fête de la musique et il est où l'homme? Il est où? On va lancer un avis de recherche. Parce que... il est dans maintenant, l'homme est devenu Yel. Tu sais, c'est le pronom personnel Yel. Qu'on ne sait pas conjuguer. Non, moi je veux bien aller vivre en Russie, hein. Je n'ai pas de domicile à la limite. Si quelqu'un... Non, je veux bien, ouais, ça va très très bien d'aller vivre là-bas. Il n'y a aucun problème.
Mais moi, non, non, Yael, jamais, jamais, jamais. Non, non, ça, jamais. Non, il y a des choses, ça ne me concerne pas, je ne prendrai pas. Mais voilà, quand tu parles d'un chef de guerre, moi, si tu veux, j'ai une image qui vient. Il faut qu'on soit congruent avec les mots, encore une fois. Là, tu ne peux pas être congruent avec quelqu'un qui a un titre, mais qui n'a que le titre. Qui n'a que le titre. Ça aussi, il faut se le mettre dans la tête, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de considérer dans cette notion pyramidale de « Ah ben non, mais c'est quand même notre président, on ne peut pas… » D'abord, enfin oui, peut-être. Moi, d'abord, je n'ai pas voté pour lui, ça c'est clair. Et ensuite, il paraît que la République française, c'est une société. Je n'ai pas de contrat de travail avec eux, je n'ai pas de contrat de fournisseur avec eux. J'ai rien. Donc, bon, si c'est ça, dans ce cas-là, j'ai aucun intérêt avec ça. Et puis, comme je suis quelqu'un qu'on enquiquine pour rester poli, parce que moi, je suis poli, et donc, dans la mesure où je n'ai aucune injection, je ne suis plus une citoyenne. Ça m'arrange. Moi, ça m'arrange tout ça. Donc, chef de guerre de quoi? En plus, je suis désolée, mais si le squatter de l'Élysée, il arrive avec sa petite armée devant Poutine, Non, surtout s'il a ses copains de la fête de la Gay Pride, mais Poutine, il fait juste… Et tout le monde tombe. Non, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Les vrais militaires, il faudrait que vous vous réveillez parce que là, franchement, vous avez une cote qui est très, très basse. Vraiment très, très basse. Mes amis militaires, là, il faut faire quelque chose. Parce que franchement, on ne vous croit plus. On ne vous croit plus du tout. On ne compte plus du tout sur vous parce que vous n'avez pas le bon chef de guerre et vous avez laissé faire les choses. Donc, les élections pestilentielles, comme aurait dit Coluche, qui était un très grand ami de Le Luron, Le Luron et Coluche, ils seraient vivants aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on se marrait. Je suis sûre qu'il n'y a pas de quart du truc. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'on se fendrait la poire, vraiment. Eh bien, non, je ne pense pas qu'elles vont avoir lieu, moi, personnellement, mais ça fait déjà un moment que ça sent, parce que, écoute, il a tellement de casseroles aux fesses qu'il n'a pas intérêt à quitter sa place, enfin, ce qu'il a pris, ce qu'il a squatté. Et puis, il n'a pas fini sa mission. Il y a tous les copains derrière qui lui ont dit, dis donc, il y a encore des choses à faire là, parce que nous, on a des doses à virer, on a des trucs à faire là. Puis, il est en mission, c'est lui qui le dit. Donc, ben oui, il est en mission, donc il n'a pas fini sa mission, donc il ne peut pas laisser la place à quelqu'un. Puis, en toute honnêteté, tu as vu les sondages pour, comment elle s'appelle l'autre là, qui est bizarre celle-là aussi. Là. Valérie Pécresse? Oui, c'est ça, là, ce truc-là. Donc, les sondages sont en chute libre, donc elle devait être la remplaçante. Oh, bah, c'est ballot quand même, embêtant. Il va falloir encore que Dominion, il travaille très dur. Ça va être compliqué. Donc, tu vois, c'est parce qu'ils sont quand même un peu grillés. Dominion, c'est quand même un peu connu maintenant. Hein, et c'est juste à côté, en Suisse. Hein, donc, voilà. Donc, tu vois, toutes ces choses-là font qu'à un moment donné, ça tombe bien, l'Ukraine. Il fallait que ce soit l'Ukraine ou autre chose. D'ailleurs, c'est arrivé à pic comme ça maintenant, parce que ça ne serait jamais arrivé sous Trump ou n'importe quoi. Ça fait 8 ans que le Donbass est envahi. Donc, c'est quand même bizarre que ça vienne maintenant, à quelques semaines, avec la France qui tient encore à son petit passe, avec toutes ces choses qui se passent là et toutes les affaires et les casseroles aux fesses qu'il y a partout. Franchement, ça tombe à pic. Non, moi, j'ai du mal à croire que ça va se passer maintenant. Ça va se passer, mais je ne sais pas trop quand. Mais j'ai du mal à le croire parce qu'il n'y a pas grand-chose de congruent ou qui se présente qui va se faire bien, je ne pense pas. Non. Il a trop de casseroles aux fesses, il a trop de choses encore à finir. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Hein. Trop de mensonges. On est encore trop nombreux, surtout. On n'est pas assez malade, hein, parce qu'il y a quand même 50% des Français qui ne se sont pas fait picouser officiellement. Hein. Donc, c'est d'ailleurs, à mon avis, le jour où il a appris qu'il a dit qu'il allait nous enquiquiner. Parce que quand j'ai entendu ça et que j'ai vu ça, je dis, oh, toi, tu as eu une mauvaise nouvelle. Toi, il y a quelque chose qui ne t'a pas plu. Tu t'es fait remonter les bretelles et hop, c'est parti. Et puis 2 jours après, c'est sorti. J'ai dit, bon, ben voilà, c'est ça, je cherche pas. Et parce qu'on arrive quand même à lire un petit peu en livre ouvert, même si on ne sait pas trop qui c'est, parce que quand tu regardes les visages de ce monsieur-là, on ne sait pas, c'est jamais le même, hein, c'est jamais tout à fait le même. Hein. On ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas s'il est en vie, on ne sait pas si ce sont des clones, on ne sait pas si ce sont des masques, tu sais, comme au cinéma qui mettent. On n'en sait rien. Moi, personnellement, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont tous différents. Mais ils portent tous le même prénom, et la même fonction, et le même nom. Tous, hein, par contre, tous. Ça, c'est rigolo. On vit une époque formidable, je te promets, Honoré. Ah oui, on vit une époque incroyable, ça c'est sûr. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'on se fendrait la poire. Il n'y a pas un humoriste aujourd'hui qui leur arrive à la cheville, je trouve, même s'il y a des bons humoristes,
Mais franchement, il n'y a pas un seul humoriste qui leur arrive à la cheville aujourd'hui qui ont cet esprit analytique et ce discernement aiguisé pour être capable de dire des choses qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Et donc, le fait de repousser les élections va augmenter le trouillomètre. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien qu'il y en a plein qui peuvent plus le blairer et qu'ils espèrent sur les élections pour pouvoir s'échapper de tout ce système et de tout ce marasme, etc., à tort. Donc, ça va vraiment énerver les gens. Et puis, il y a les autres qui vont se dire « Ah oui, non, mais là, on n'est pas sorti de l'auberge. Oh là là, il faut qu'on reste. Oh là, il faut qu'on fasse. » Oui, alors là, le trouillomètre, là, c'est pareil, on risque de manquer d'électricité à ce niveau-là. Hein. Donc, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Mais on va s'en sortir. Je ne sais pas quand, mais on va s'en sortir. Et il faut ces étapes-là pour encore mieux s'en sortir, à mon avis. Oui, je pense qu'on va s'en sortir, j'espère. À moins qu'ils nous trouvent un cluster géant en Ukraine parce que les soldats sont rentrés sans masque, sans test PCR, et que, bon, il y aurait peut-être un nouveau narratif qui pourrait partir avec un nouveau variant de l'Ukraine, finalement. Couplé. Il s'appellerait comment à ton avis ? C'est l'Ukrainion ou le... Allez, moi j'en sais du pari. Ça pourrait être, attention, on va peut-être leur donner une idée. Bon. Ah ouais, ça va être bien. Regarde toutes les manifestations où il n'y a jamais de rien qui se passe. Non, mais c'est affolant, quoi. C'est dramatique, effectivement. C'est n'importe quoi. Quand on est allé en Suisse, qu'on n'apporte masque, rien du tout, on passe la frontière, il n'y a rien du tout. Je te dis, là, Clément, c'est à partir de quelle goutte on met les masques et passe et compagnie. Dites-nous, s'il vous plaît, on ne sait pas. Et tout le monde rigole, tout le monde se moque. Tout le monde se moque. Forcément, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens quand même qui prennent conscience du ridicule de ces situations et ça va tellement loin dans la manipulation que, en fait, c'est comme s'ils tombaient eux-mêmes dans leur propre piège finalement de manipulation. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à s'empêtrer. C'est le problème du mensonge. Quand on fait un, tu es obligé de surenchérir. Même si tu as tout le jeu en main, à un moment donné, ça va s'effondrer. C'est même plus compliqué que ça, c'est qu'en fait, c'est un des éléments que l'on travaille dans le diplôme Ekman là, que j'ai eu, sur le Lie and True, Lie and True Detection. Donc Paul Ekman, je réitère pour ceux qui ne savent pas, je l'ai passé à Manchester. Je dis ça parce que dernièrement, j'en ai parlé dans une émission et quelqu'un m'a dit « Oh, j'adore Ekman, qu'est-ce que vous en pensez ?» et tout. Et donc, je le réitère, que j'ai eu ce diplôme qui est un diplôme international à valeur juridique quand même, et que tout bon profiler doit avoir. Et je l'ai passé en anglais en 2013 à Manchester. Et donc, le mensonge, c'est ce qui demande le plus d'énergie. C'est ce qui est plus rapide à mettre en place, c'est ce qui est plus rapide à être sur place et à s'alimenter, mais c'est ce qui demande le plus d'énergie parce qu'il faut se rappeler systématiquement de ce qu'on a dit, comment on l'a dit, à qui on l'a dit, etc. etc. Donc, il faut être patient. Au bout d'un moment, ça tombe tout seul. La vérité, il y a un proverbe qui dit que la vérité prend l'ascenseur. C'est tout à fait ça. Mais après, l'escalier. Oui, excuse-moi, c'est le mensonge qui prend dyslexie, Nadine, encore une fois. Toujours pareil, à moi, toujours à l'envers. Mais c'est exactement ça. Et donc, du coup, quand tu as un menteur en face de toi, laisse-le parler. Franc. Même quand tu sais, moi, si tu savais le nombre de fois où je laisse les gens dire et je dis rien, et ils croient que je les crois. Et j'adore quand ils croient que je les crois. Parce que quand ils croient que je les crois, ben, ils vont m'en dire encore plus. Puis au bout d'un moment, paf, j'en sors une ou deux. Et il faut être très patient. Ça peut durer des mois. Hein. C'est pas très grave. Et là, tu les glisses avec finesse et tout. Et là, la personne se dit, attends, alors qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Est-ce qu'elle m'a cru? Est-ce qu'elle m'a pas cru? Pourquoi elle me dit ça? Tu sais, ça fait un tel truc là-dedans qui sont complètement perdus, mais pas toi. Et t'attends la réponse avec plaisir. Et c'est trop rigolo. C'est trop rigolo. Ça, c'est une des astuces. Donc, le mensonge, c'est comme les cadavres. Ça ressort toujours. C'est une belle conclusion, je pense, hein, qui peut nous finalement nous permettre de clôturer cet échange du trouillomètre numéro 1, puisque c'était notre première version du trouillomètre sur le sujet de l'opération spéciale en Ukraine, qui a été finalement abordée sous un angle, j'espère, plutôt général et humoristique, vous l'aurez compris. On a essayé quand même de l'aborder avec sérieux, mais aussi un peu de légèreté. J'espère que ça vous aura plu. Est-ce que tu as autre chose peut-être à rajouter pour les spectateurs sur ce sujet? Ou est-ce qu'on les laisse là et puis on leur donne rendez-vous pour une deuxième version du trouillomètre?
Oui, je pense, j'espère qu'ils ont tous apprécié. Nous, tous les deux, hein, on apprécie toujours travailler ensemble, donc on Exactement. continue, mais toujours avec autant de plaisir et de complicité. Et je pense que ça se ressent parce que toi comme moi, on a eu des commentaires où les gens appréciaient. Donc, tu as eu une super idée, j'ai eu une autre idée et on les échange des idées construits, c'est ce qu'on fait. Et je pense que ouais, on va en avoir pas mal les trouillomètres jusqu'à ce qu'on soit sorti de là. Par contre, on va essayer de ne pas les brancher parce que là, franchement, on est vraiment mal. Ouais, c'est vrai qu'on risque d'être mal, effectivement. Mais peut-être qu'on pourra envisager de faire même, j'allais dire, des lives, hein. Si on arrive à se caler, si on reste sur ce format peut-être du dimanche matin ou un autre, hein, Ouais. notre revue de On va presse voir. trouillomètre pourra se faire peut-être sous un format différent. On va voir ça ensemble et puis on vous proposera quelque chose. J'ai pas un agenda très flexible non plus, donc les lives pour moi, ça m'oblige à m'engager et parfois c'est pas très évident. Mais on peut envisager de le On mettre. variera, peut-être qu'on fera un live et puis après un Voilà, autre. c'est ça, on va Voilà. faire ça. Ce sera Mais souple comme ça. on va s'éclater en tout cas. Parce que les lives, ce qui est marrant, c'est que les gens ils mettent des commentaires et des fois ça peut nous permettre de rebondir dessus puis de rire ensemble. Exactement, exactement. Exactement. Bon, bah écoute, merci beaucoup Nadine pour cette approche sur ce sujet donc de l'Ukraine versus la Russie et de tout ce qui se cache derrière, évidemment, les enjeux économiques, stratégiques qu'on n'a pas trop abordés dans cette version, mais dont on se doute. Merci vraiment pour ce regard, cette fraîcheur, et puis je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très prochainement, une nouvelle revue de presse qui sera, on va essayer de la maintenir au moins une fois par semaine. Merci On à va essayer. tous. Merci à tous. Au revoir. Allez, au revoir.